Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Funnel Builders, c'est le nom. Alors j'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé d'ouvrir un podcast pour les Funnel Builders et tout ce qui gravite autour du sujet du funnel building en règle générale. Donc comment vivre du funnel building, ça va être le nom de cet épisode. Et donc ce sera en règle générale des interviews ou des gens qui vont venir parler avec moi d'un sujet sur du funnel building. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pourquoi un podcast et pourquoi pas les vidéos? Alors les vidéos elles vont continuer toujours à côté avec moi et Torif sur la chaîne Cash Funnels, d'accord. Mais le podcast Funnel Builder, donc déjà pour l'instant il est uniquement sur YouTube. Je le mettrai ensuite sur Spotify. Mais pourquoi un podcast? Tout simplement parce que c'est un endroit où je peux kiffer, je peux être moi-même, je peux vous partager des choses et je peux parler librement sans devoir tout couper au montage. Il faut savoir que les podcasts, donc déjà moi de base j'en consomme beaucoup. Euh, et en fait, je vais pas faire de montage, je vais rien faire. Je vais parler librement. Peut-être des fois, je vais dire des gros mots. Voilà, si ça vous plaît pas, de toute façon, vous regardez autre chose. Voilà, ça dégage tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Alors, pourquoi un podcast? Déjà, pourquoi un podcast dans un premier temps? La première chose, c'est que j'ai envie de vous parler de manière authentique et de vous parler de manière comme est-ce que je pourrais parler à quelqu'un dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la première chose, sans tout le montage vidéo et tout qu'il y a derrière. Donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura toujours les vidéos YouTube où cette fois il y aura des montages, ce sera travaillé, etc. Donc voilà, ça on va continuer de le faire. Deuxième chose, c'est que ça fait du contenu enrichissant et facile. Alors déjà pour vous c'est enrichissant. Enfin, je l'espère. J'espère que mon podcast ne sera pas éclaté. Euh, pour vous, ce sera enrichissant. Et pour moi, c'est aussi du contenu facile à faire. C'est-à-dire que je prends mon appareil photo, je parle, je partage mon expérience, je parle avec des invités, je mets tout dans la boîte et je vous envoie ça sur YouTube. C'est beaucoup plus facile et en fait, on a le temps de dire énormément de choses. Et ensuite, il y a une troisième raison à ça, c'est tout simplement que moi, personnellement, j'ai envie de faire ce que j'aime et j'adore écouter des podcasts. Voilà, j'adore écouter des podcasts. Quand je fais la vaisselle, je me mets un podcast. Quand je fais mon sport, régulièrement, je me mets des podcasts. Quand je fais, qu'est-ce que je fais d'autre? Quand je plie les linges ou je fais les trucs de l'appartement ou de chez moi, ou même quand je vais marcher dehors, d'accord, et que je suis tout seul, je me mets un podcast, d'accord. Dès que je fais quelque chose de physique et que mon cerveau n'est pas occupé, alors il y a des moments où je prends du temps pour réfléchir, des moments pour réfléchir, mais il y a aussi des moments où j'adore écouter des podcasts. Et la quatrième raison aussi, c'est que il y a personne dans le funnel building, en tout cas dans la sphère du marketing, j'ai l'impression, qui, on va dire, gravite autour spécifiquement du funnel building, du fait de devenir entrepreneur funnel builder. Donc pas seulement uniquement la compétence, la compétence de design, copywriting, tout ça, marketing, mais aussi le fait, l'humain, d'accord, le fait de devenir entrepreneur, le fait de proposer un service et spécifiquement les problématiques que rencontrent les funnel builders. Alors, cet épisode, ça va s'appeler, je sais pas encore comment ça va s'appeler probablement comment devenir funnel builder ou introduction au funnel building, je sais pas encore. Euh, de toute façon, comme on a dit, c'était en toute authenticité. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, voilà, d'habitude sur mes vidéos, je suis totalement habillé correctement, comme si j'allais au travail. Mais il faut savoir que la plupart du temps, si je travaille chez moi, donc mis à part le décor ici, le décor est différent, mais il faut quand même que ce soit un minimum professionnel. La plupart du temps, quand je travaille chez moi, je suis soit en débardeur, soit s'il fait 40 degrés, je suis torse-poil, ou alors j'ai un t-shirt pyjama. Voilà, faut dire ce qui est.
C'est comme ça, voilà, tout simplement. Alors, on arrive déjà aux 5 premières minutes, donc le but, ça va être aussi de vous apporter des éléments, et que, moi ce que j'ai envie, c'est que vous fassiez comme moi, c'est-à-dire que dès que vous faites votre sport, ou dès que vous faites votre, je sais pas moi, votre marche, ou votre linge, votre vaisselle, enfin peu importe, dès que vous faites des trucs qui sont un peu chiants, vous savez, les trucs qui sont un peu chiants, et que vous avez besoin de vous passer un peu le temps, eh bien vous mettez ce podcast et que vous appreniez des choses tout en écoutant cette émission. Voilà. Alors, les bases sont faites. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce podcast? J'ai l'impression de me répéter un petit peu. Je l'ai déjà dit. Et donc en fait, il va y avoir des gens que je vais inviter sur ce podcast-là. Il y a déjà une première interview qui a été enregistrée. Vous le découvrirez soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Et aussi, parfois, on va réfléchir, donc ça peut être moi tout seul aussi, je vais réfléchir et je vais vous donner de la valeur, je vais vous donner des choses pour que vous puissiez avancer dans le funnel building, tout simplement. Alors, sur cet épisode, voilà ce que j'ai prévu. En règle générale, en tout cas quand je vais être tout seul, donc quand ce sera une interview, ce sera une interview. Mais par contre, quand je vais être tout seul, ce sera mon actualité ou l'actualité du funnel building en règle générale. D'accord, des derniers temps, donc ça peut être la dernière semaine ou les 3 dernières semaines ou le dernier mois. Ensuite, donc là, je vais vous partager mon histoire personnelle, donc sur celui-là, à voir ce que je vais faire sur d'autres podcasts ensuite. Et la dernière partie, ce sera un apport de valeur que vous pourrez appliquer, ou en tout cas que vous pourrez apprendre pour vous dans le funnel building ou dans votre quête de devenir funnel builder et entrepreneur performant. Alors, la partie présentation du podcast, du coup, c'est fait. Mon résumé de la semaine et de ces derniers temps. Alors, déjà, premièrement, lancement du podcast, première interview. Donc déjà, c'était la première fois que j'ai interviewé quelqu'un. Donc je l'ai interviewé, cette personne. Donc c'est une personne qui fait partie de la formation Funnel, intégrateur Funnel. Donc c'est une formation, donc c'est notre formation sur Cash Funnel. C'est la formation où on apprend la compétence de funnel building orienté design. Le copywriting pour l'instant on n'a pas de formation en copywriting, mais uniquement le funnel building orienté design et aussi un aspect très technique. Donc comment maîtriser system.io, comment maîtriser le CSS, le JS, comment faire des designs qui convertissent, etc. etc. Donc ça, c'est la formation. Et donc du coup, il y avait une membre de cette formation qui a été volontaire pour la première interview. Et je trouvais son parcours très intéressant. Et cette personne-là, en fait, il se trouve qu'elle a un certain âge et qu'elle se lance dans le funnel building. Et c'était très intéressant. Moi, je trouve que c'est un profil qui est vraiment, vraiment intéressant, avec beaucoup d'ambition. Et de toute façon, vous allez voir dans le prochain épisode, c'est une personne qui a beaucoup d'ambition et qui est très orientée un petit peu dev perso. En tout cas, c'est très intéressant. C'est la première fois que moi, en tout cas, je rencontrais un profil qui était avec beaucoup de sagesse. et voilà, c'était très très enrichissant. Autrement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, aussi, justement, dans la formation, excusez-moi, donc je fais la promo un peu de la formation, hein, mais de toute façon, on s'en fiche, ça fait partie du jeu, hein. Je dis ce que je veux dans mon podcast, de toute façon, je m'en fous. Alors, j'ai pour la première fois, enfin non, c'était pas la première fois, mais c'était le premier live de la formation intégrateur funnel qui a commencé vendredi. Donc vendredi, j'ai fait le premier live avec, on était au plus fort, on était 15 et sur la fin, on était une dizaine en live Zoom dans lequel je les ai coachés. Donc ça s'est super bien passé.
Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre cette formation-là, en plus d'apprendre le funnel building et en plus d'avoir un coaching gratuit, vous allez avoir tous les mois. Donc déjà en plus vous avez accès à moi tout le temps, tous les jours, je vous réponds. Et tous les mois vous avez une masterclass, un coaching de groupe qui fait partie de la formation, et tout ça pour un prix dérisoire en dessous de 200 euros. Bref, on n'est pas spécifiquement là pour faire la promotion de la formation, mais je vous en parle quand même. Et d'ailleurs, vous allez avoir à la fin de ce podcast là, je vais mettre à disponibilité le premier module. Donc je voulais mettre les 4 premières vidéos, mais ça va être le premier module complet de la formation gratuitement. Donc vous avez juste à renseigner votre mail et vous allez avoir le premier module gratuitement de la formation intégrateur funnel. D'accord ? Sans le coaching et tous les avantages qui vont avec, bien sûr, on ne va pas abuser, mais ça va vous donner déjà le premier module, donc la sensibilisation au design, etc., etc. Ok. Autrement, en termes de funnel building, bon, je suis toujours sur la mission, de Ecom Fresh Touch, ça avance bien. Pas de réflexion particulière, donc ça on s'en fout. Et s'il y avait une réflexion super importante, c'est que je suis parti à Malaga une semaine. J'ai décroché pendant une semaine. Et il y a un truc intéressant que j'avais envie que vous reteniez, c'est que n'écoutez pas les gens qui vous disent, mais moi parfois hein, je suis un petit peu là-dedans, n'écoutez pas les gens qui vous disent de travailler 15 heures par jour non-stop. D'accord, je l'ai fait, je me suis levé à 5 heures pour travailler jusqu'à 20 heures du matin pendant 3 mois. J'ai pas tenu plus de 3 mois, d'accord. Après j'ai commencé, je me suis blessé à l'épaule, j'ai commencé à perdre de l'argent, etc. Donc vraiment n'écoutez pas les personnes qui vous disent qu'il faut travailler 15 heures par jour pour y arriver. Non. Déjà, si vous êtes funnel builder et que vous voulez réussir à gagner entre 2 et 5, voire 10 000 euros par mois, en chiffre d'affaires, je parle bien, hein, et ben, vous n'avez pas besoin d'aller à la guerre. Okay, vous pouvez très bien commencer par développer un side project, ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire que vous avez votre travail à côté, vous avez votre salariat à côté, enfin vous avez votre salariat comme activité principale, donc l'activité qui va vous rapporter de l'argent. Et vous pouvez commencer un side project à côté, c'est-à-dire que vous commencez à côté à créer votre offre, à créer votre positionnement, à créer votre formation ou si vous êtes funnel builder, plutôt votre prestation de service, et vous commencez à en prendre 1, 2, 3 par mois. D'accord ? Et à partir de là, vous allez voir que vous allez pouvoir switcher de manière naturelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner plus d'argent que ce que votre salariat vous apporte. Okay. Dans nos clients, on a pas mal de clients qui sont en Afrique. Et s'il y a des personnes qui sont en Afrique et qui m'écoutent, ça va se faire encore plus rapidement, dans le sens où les Africains, vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir attaquer le marché français et de pouvoir facturer au prix du marché français. Donc pour vous, vous pouvez vivre avec 1000 euros par mois. D'accord ? Même moins déjà. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, donc, la petite anecdote, c'est que moi, j'étais vraiment toujours dans un mood très... voilà, travailler, faire tout le temps. Et c'est bien, en fait. Quand vous êtes débutant, c'est bien, et il faut que tu passes à l'action. Il faut passer à l'action. Si vous passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc j'étais on va dire, dans cet état d'esprit-là, et je suis parti en vacances dans une destination, donc à Malaga, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, vraiment avec un climat, je vais dire presque tropical, mais une ambiance presque tropicale, avec des palmiers, des maisons blanches, parce qu'il fait super chaud là-bas. Donc j'étais dans un appartement avec une vue magnifique. Vous imaginez le genre de vue qu'on peut avoir. C'est en haut d'une colline. Donc on montait en haut d'une colline. Donc c'est vraiment, la montée était très difficile. Enfin, elle était quand même assez difficile. Et quand on arrive, on a une espèce d'une grande terrasse, d'accord, une super grande terrasse avec vue sur la mer.
incroyable. Et vraiment quasiment pas de nuages, le soleil, la terrasse quasiment, enfin ouais, plus grande que, comment dire, que l'appartement en lui-même. L'appartement en lui-même, bon, c'était pas très, il était cool, c'était un 2 pièces, hein. Mais voilà, vous imaginez ce truc-là. Et en fait, avant de partir donc à Malaga, donc j'étais pas dans la ville même, hein, de Malaga, mais avant de partir là-bas, je prends la décision d'arrêter euh, les réseaux sociaux et je prends la décision d'arrêter de ne pas d'avoir aucun contact avec le travail. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais jamais fait depuis que j'étais entrepreneur. D'accord. Donc même quand je suis parti à Barcelone, je répondais, etc. Là vraiment aucun contact avec le travail depuis, enfin la première fois en 2 ans, du coup. Et vraiment ça m'a fait un bien fou. Je dirais même que ça m'a soigné d'énormément de choses. D'accord, j'ai compris plein de choses. J'avais commencé à développer je pense que ça se voit un petit peu. J'ai commencé à prendre un peu de poids et j'avais commencé à développer quelques addictions alimentaires. Et vraiment en revenant de ce voyage, plus rien. Vraiment plus rien. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que j'essayais de compenser. J'essayais de compenser le fait que je me plaisais pas trop dans mon environnement actuel, dans le sens où, certes, je suis entrepreneur, certes, j'ai créé une formation pour Funnel Builder, certes, je fais des choses qui sont super intéressantes, certes, j'aime mon métier, mais ça m'a permis de voir que dans ma vie actuelle, il y a certaines choses que j'ai encore besoin de travailler et qu'il faut que je change et qu'il faut que j'aille. Voilà, ça m'a redonné de la motivation et un pourquoi un peu plus fort. Donc en fait, tout ça pour vous dire que quand vous prenez du recul, ne culpabilisez pas de prendre du recul et ne culpabilisez pas de prendre une semaine de vacances. Allez, c'est une semaine dans l'année, ne culpabilisez pas de prendre une semaine dans l'année où vous êtes complètement déconnecté de votre travail si, si cette semaine-là vous permet de vous recharger et d'être productif les 6 prochains mois, 10 fois plus productif les 6 prochains mois que si vous n'aviez pas pris de vacances, bah franchement, le ratio, il est bon, tu vois. C'est un investissement aussi. Prendre des vacances, se ressourcer, c'est aussi investir sur soi, d'accord. Il n'y a pas que uniquement travail, 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 résultat, 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 bénéfice, bénéfice, d'accord. Il faut aussi penser à soi. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait. Voilà, je pensais tout simplement pas assez à moi, dans le sens où euh, je restais confiné et je restais à travailler comme un mec acharné dans son travail, ce qui a conduit à des résultats un petit peu catastrophiques, en tout cas sur le plan physique. Alors, petite pause pour digérer tout ce que je vous ai dit, et moi je vais prendre un petit peu de flotte. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude de parler autant dans la vie de tous les jours, je suis plutôt quelqu'un de très 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 silencieux. Et là, de parler autant, là, ça m'abîme un petit peu les cordes vocales, donc il faut que je me recharge un petit peu avec de la flotte. Et voilà, très petite anecdote aussi, buvez de l'eau. D'accord, ne buvez pas le genre de conneries du style coca, machin. Parce que ça va vous. Le sucre, de manière générale, ça va vous faire en sorte de baisser votre performance. Donc vraiment, buvez de la flotte. L'eau, c'est la vie. Voilà. Donc voilà pour la rubrique résumé des derniers temps, de la semaine, de ce que j'avais envie de vous partager là-dessus. On va pouvoir ensuite passer à mon histoire personnelle et comment je suis devenu funnel builder. Et on va essayer en 4e point de retirer, on va dire, des éléments qui ont, enfin, pour vous en fait, pour devenir funnel builder. Alors, pas de jingle pour l'instant, je fais ça comme ça. Mon histoire personnelle. Alors je vais vous raconter cette histoire personnelle qui a fait que je me suis lancé dans le funnel building. Alors déjà, en fait, je vais commencer par je vais commencer
par vraiment le tout début. Je vais pas vous raconter que ce qu'on a l'habitude de vous raconter sur les réseaux sociaux entre oui, j'ai commencé à créer un business et je suis parti vivre ma vie à Bali. D'accord, non, c'est pas du tout ça. J'étais pas SDF non plus. Je suis pas millionnaire, d'accord. C'est une histoire banale, d'accord, comme tout le monde peut en trouver, une histoire normale, quoi, qui prouve en fait que vous n'avez pas besoin forcément d'être exceptionnel de base, hein, et exceptionnel entre guillemets, pour devenir quelqu'un d'exceptionnel, voilà. Et vous assumez en tant que personne exceptionnelle, d'accord. Parce que vous êtes exceptionnel, il faut l'assumer. Et il faut devenir la personne que Enfin, il faut devenir la personne que vous avez envie de devenir. Petit point philosophique. Alors, mon histoire dans le funnel building, mon histoire de manière générale. En fait, moi, j'ai on va dire que j'ai eu une scolarité un petit peu compliquée dans le sens où j'étais un petit peu, comment dire, en fait j'ai toujours été un peu renfermé, introverti, et ça, bon, j'ai, on va dire que c'était difficile de s'exprimer, c'était difficile d'exprimer ce qu'on est quand on est plus jeune, et si suffit qu'on soit un petit peu plus différent que les autres pour que les gens enfin les gamins soient cons avec vous. Donc pour moi, c'est pas très bien passé. Je passe les détails, hein, mais c'est pas très bien passé pendant ces années collège, lycée, même primaire, on va dire. Et j'arrive, comment dire, j'arrive en BTS, et en BTS, donc je décide de changer de stratégie. Voilà, j'en ai marre d'être une merde. je comprenais pas en fait à l'époque pourquoi je pensais que j'étais pas normal. Et j'avais juste envie, mon obsession c'était juste d'être normal. Et pour moi, il y avait la barrière, enfin il y avait deux types de personnes. Il y avait les personnes normales et les pas normales, et je savais en différencier les deux. Surtout, enfin ce que j'avais moi identifié comme normal, d'accord. Et pour moi, c'était les personnes qui avaient un cercle d'amis, donc les personnes normales, les personnes qui avaient un cercle d'amis, pardon, populaires, etc., et qui envoyaient des vannes aux mecs comme moi, tu vois, aux victimes, c'est-à-dire les mecs qui étaient plutôt introvertis, qui avaient peur, qui se défendaient pas forcément, d'accord, qui étaient, on va dire, plutôt ce que je pensais plutôt être un peu simplé, quoi. Donc il y avait ces deux types de personnes là, et donc j'ai eu beaucoup de difficultés au début parce que je pensais que on était défini à la naissance par ce genre de choses. Et en fait, arrivé en BTS, j'en avais tellement marre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait mon BTS dans la ville de Caen, parce que de base, je suis normand. Et donc à la base, donc j'ai fait des études dans des petits villages de Normandie de base, hein, primaire, lycée, collège, les petits patelins un peu paumés. Bref, et j'arrive dans la première ville, Caen. D'accord. Caen, c'est pas une grosse ville, hein, mais pour moi, c'est la première ville. Et ça me permet de prendre un nouveau départ. Et je trouve que c'est une opportunité pour moi. À l'époque, j'avais 17 ans, je crois. Et dans ma tête, je me dis, ok, il n'y a plus personne pour me faire chier. Voilà, j'ai envie de changer. Et j'ai envie de prendre les choses en main. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je décide de passer de l'autre côté de ce que j'appelais des personnes des personnes normales, on va dire. Je décide de passer de l'autre côté. Et là, en fait, je le savais pas, mais pour la première fois de ma vie, je venais de décider de qui je voulais être. D'accord, à 17 ans. C'était la première fois que je le faisais réellement. C'est-à-dire que oui, quand on est petit, on a des rêves, je veux être machin, etc., etc. Moi, en tout cas, la première fois où ça s'est passé, c'était cette anecdote-là, où je décide moi-même j'en ai marre, je veux passer de l'autre côté, et je le fais. Et comme j'ai toujours été quelqu'un d'assez observateur et introverti,
j'ai repéré tout de suite les gens. Tout de suite j'ai compris qui était qui, d'accord? Qui était normal, qui était un petit peu les spécialités. Enfin, comment dire, pas les spécialités, mais les spécificités de chaque personne, l'éthique, etc. Et j'ai compris qu'il y avait un groupe de personnes, direct, hein, qui allaient se faire emmerder pendant les 2 ans de BTS. Et j'ai compris que j'avais pas envie de faire partie de ce groupe-là. J'en avais marre. Et tout simplement, ma stratégie, ça a été de passer de l'autre côté pour m'extirper de ce truc-là. Donc voilà, pour la petite anecdote, ça c'est le premier moment où, j'en avais pas conscience à l'époque, mais c'est le premier moment où je décide de qui je veux être activement. Même si j'avais pas forcément décidé d'être la meilleure personne du monde, il y avait une grosse évolution. Et donc du coup, je me fais des amis, etc. machin. Et je tombe donc sur un ami qui me prête un livre. C'est un livre de Tony Robbins. C'est comment ça s'appelle? Alors c'est pas Réfléchissez et devenez riche. C'est non, c'est pas Unleash the Power Within. C'est Pouvoir illimité. Voilà, tout simplement. Pouvoir illimité, et pouvoir illimité, je le lis, j'accroche direct. Et je tombe dans le dev perso avec pouvoir illimité. Donc pouvoir illimité, c'est un livre que je lis encore aujourd'hui. Moi je considère que, donc si vous l'avez pas lu, lisez-le. Encore aujourd'hui, moi je considère que c'est le livre qui a changé ma vie. Ou en tout cas qui a réveillé en moi comme un monstre ou comme un lion, on va dire, comme vous voulez. Vous savez, on a tous un feu intérieur ou un dragon ou peu importe. Moi en tout cas, c'est ce livre-là qui a réveillé ça en moi. D'accord? Et qui a fait que pendant mes années d'études, donc à 17-18 ans, je me suis plongé dans le dev perso. Et, voilà, j'ai commencé à lire d'autres livres, etc. etc. Bref, je passe mon BTS, je vais dans une école d'informatique à Rennes. Et donc du coup, à Rennes, je tombe sur... donc je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc première vidéo, Théophile Hélier... vous savez, donc à cette époque-là, c'était Théophile Hélier, il y avait... Non, Yomi, il n'était pas encore. Enfin bref, il y avait pas mal de youtubeurs à ce niveau-là. En tout cas, moi, je me souviens que le premier que je suivais, c'était Théophile Hélier, sur comment devenir libre financièrement. Bref, j'ai suivi Théophile Hélier. J'ai même d'ailleurs acheté sa première formation. Ok. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est que je faisais des études en informatique jusque-là. Donc après mon bac, je fais des études en informatique en tant que développeur. Donc ça c'est super important pour la suite parce que c'est on va dire comment dire, le background de compétences qui me sert encore aujourd'hui pour vendre ce que je vends aujourd'hui. D'accord? Donc très concrètement, je suis en école d'informatique à Rennes et je découvre comment dire, l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là en fait que je me dis que je ne veux plus faire de l'informatique parce que je veux devenir entrepreneur. Donc c'est la petite remise en question comment dire, de quand tu es étudiant. Tu as forcément un moment donné où tu as une remise en question quand tu es étudiant. Bref. Donc moi je me remets en question à ce moment-là et je veux arrêter. En plus ça se passe pas très bien parce qu'en plus c'était en alternance, donc ça se passe pas très bien dans mon alternance. Enfin bref, c'est une catastrophe totale, j'ai rien pour travailler. C'est-à-dire que je dois me pointer les 2 premiers mois dans l'entreprise, j'ai dû me pointer avec mon propre PC personnel. D'accord? Tellement ils me considéraient, voilà, tu démarres dans la vie active, tu sors de l'école, t'es encore à l'école même, donc t'es en bas, ouais, t'es tout en bas. D'accord, au même niveau que la serpillière là. Donc du coup, bah t'as pas le droit à un PC. Non, tu vas juste venir et bah, tu vas rien faire en fait, tu vas servir à rien. Voilà, on va te payer quand même, d'accord, parce que voilà, on a un contrat, mais tu vas servir à rien. Ok, tu vas servir à rien. Donc voilà, donc du coup pendant les 2-3 premiers mois, je crois, j'ai pas de PC. Je suis obligé de ramener mon PC personnel à moi. Donc voilà, pas de dignité, je ramène mon propre PC, c'est-à-dire que si je n'avais pas de PC et que j'étais pas un peu geek à l'époque, je sais pas ce que j'aurais foutu, ça se serait mal passé, je pense que je serais parti en dépression, bref.
Et du coup, l'alternance se passe pas très bien parce que c'est ce genre de conditions. Euh, Quand tu veux avoir. Donc il faut savoir que c'était un. On va dire que je travaillais pour une entreprise qui était prestataire d'une autre entreprise. Et en fait, à partir du moment où j'avais le PC de l'entreprise, donc de mon entreprise, euh, en fait, ce PC-là, il me servait uniquement à pouvoir allumer mon PC le matin et à venir, entre guillemets, travailler. C'est-à-dire qu'il fallait avoir, parce que s'il y avait des protocoles, euh, bon, je vous donne un petit peu un indice, hein, mais il y a des protocoles par rapport au nucléaire, d'accord? Parce que c'était la société, donc ma société à moi, donc la société dans laquelle j'étais en alternance, euh, elle était, donc la société A, elle était prestataire de la société B. Et en fait, la société B, c'était cette société-là qui travaillait dans le nucléaire. Et il y avait des protocoles très, on va dire très, voilà, tout ce qui est dans le nucléaire, hein. Et il fallait tout simplement, en fait, c'était la société B qui fournissait les, on va dire, les PC sécurisés, spécifiques, pour pouvoir travailler sur leur mission. Et donc du coup, c'est-à-dire que le PC de mon entreprise ne me servait à rien tant que j'avais pas le PC du client. D'accord. Donc du coup, ça s'est hyper mal passé, le PC que j'ai eu au bout d'un an d'ailleurs. Bref, du coup, mon oral au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, tu as un oral pour ton master en informatique. Moi, je l'ai raté. Puis de toute façon, j'avais pas envie de donner une subvention à mon entreprise parce qu'ils m'ont cassé les couilles. Donc, puis en plus, de toute façon, je savais que j'allais plus faire ça, que j'allais devenir entrepreneur, donc je m'en foutais à l'époque. Bref. Et voilà, donc c'est à partir, donc c'est tout ce, on va dire tout ce background là de dégoût, on va dire. Mauvaise expérience à l'école, mauvaise expérience dans une entreprise, mauvaise expérience de l'école, de l'alternance, parce qu'eux ils en avaient strictement rien à foutre, qui a fait que, et en plus le développement personnel et les premières vidéos d'entrepreneuriat qui vendaient un peu du rêve, voilà, le choix, la question elle est vite répondue, comme dirait un certain Jean-Pierre Fanguin, ou je sais pas comment il s'appelle. Bref. Donc pour moi, le choix de l'entrepreneuriat était très rapidement fait. Néanmoins, on est en 2017-2018 et je me suis pas lancé tout de suite, hein, puisque je suis apparu sur le marché en 2020 et j'ai réussi à en vivre en 2021. Donc, je me suis pas lancé tout de suite. Il a fallu que ça, voilà, il a fallu que ça tourne dans la tête. De toute façon, il faut vraiment que quand vous commencez quelque chose, quand vous commencez un schéma de pensée, pour que ça ait une répercussion sur votre vie, il va falloir du temps. Sauf si vous passez à l'action et sauf si vous êtes hyper aligné avec ce que vous faites. Mais voilà, Rome ne s'est pas construite en 2 jours. Je sais pas c'est quoi l'expression déjà, mais pensez-y. Voilà. Alors, petite hydratation. Bref. Donc là, en fait, donc je vous raconte mon histoire, mais je suis même pas du tout encore arrivé à l'entrepreneuriat. En fait, vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. C'est tout simplement pour que vous soyez familier avec moi, pour faire connaissance, parce que je peux pas faire connaissance avec tout le monde, mais en tout cas, vous me connaissez, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc je m'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et moi, à la base, comme j'ai consommé des formations, excusez-moi, je me gratte un petit peu l'oreille. Comme j'ai consommé beaucoup de formations en dev perso, je veux me lancer dans un premier blog, puisqu'à l'époque c'était encore le truc des blogs, un blog de dev perso. Donc c'était là, il y avait une formation de Théophile Hélier, il vendait cette méthode-là de vivre de son blog en 1 heure par jour. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai acheté quelques setups, quelques formations setup de Théophile Hélier pour vivre de son blog. Et moi, ce que j'avais adoré, c'est que le fait de pouvoir être libre géographiquement et financièrement. Et j'avais adoré son voyage où il était parti au Vietnam et il écrivait des articles de blog.
et derrière voilà, il partait au Vietnam et il faisait des vlogs aussi sur YouTube. Aussi, il y a eu un autre déclic, c'est que quand j'étais encore étudiant en informatique, j'ai regardé sur internet comment gagner plus d'argent ou comment devenir riche, je sais plus exactement. Et je suis tombé sur un mec qui gérait un blog d'argent et qui faisait un bilan de chaque année. Il en était à sa 6 ou 7e année, tu vois. Et j'avais vu que le mec, il empochait, juste avec la publicité, le SEO, etc. sur son blog, il empochait 8000 € par mois. Je me disais, mais quoi? Tu sais, quand t'as pas la notion d'argent et que comment dire, que tu fais des études toute ta vie et que tout le monde, enfin, ton niveau d'attente des salaires, c'est 2000 € quand tu débutes en développeur, c'est excellent. C'est vraiment excellent quand tu débutes. Hop là, ça saute un petit peu. 2000 € par mois quand tu débutes en tant que développeur, c'est excellent. Donc ça, c'est les attentes. Et tu peux terminer à la retraite, avant de partir à la retraite, avec 4-5 000 € par mois net dans ta poche. C'est vraiment quelque chose qui est excellent. Et, quand tu tombes sur internet et que tu tombes sur un mec qui te dit qu'il gagne 8000 € par mois en étant entrepreneur et en faisant des blogs, bon, tu te remets un petit peu en question, quoi. Tu te dis, est-ce que j'ai fait les bons choix dans la vie? Enfin, en tout cas, bon, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas que l'argent qui compte, je suis d'accord. Mais le fait est que l'argent est un moyen qui te permet d'acheter quelque chose. Ok. Moi, j'aime l'argent, j'ai pas honte de dire que j'aime l'argent, puisque ça me permet d'acheter ma liberté, ça me permet d'acheter mes voyages, ça me permet d'acheter mon matos, la caméra avec laquelle je filme, mon micro. Donc voilà, en fait, ouais, il y a une petite anecdote que je vais vous raconter avec ça, et après je reviens à mon histoire principale. Je discute avec ma copine, et on parle d'argent, je sais plus trop pourquoi. Et je lui dis, moi j'aime l'argent. Tu vois, je lui dis, bah, ça fait partie de mes valeurs, j'aime l'argent, c'est pour ça que je suis entrepreneur, j'aime l'argent, d'accord. Et j'ai pas honte, en fait, de dire que j'aime l'argent. Tu vois, en France, on a honte, enfin, les gens ont honte ou te voient comme quelqu'un, tout de suite, t'aimes l'argent, t'es un enculé, quoi. Donc moi, voilà, je lui dis, j'aime l'argent. Et elle me répond, direct, le réflexe en France, et c'est ce qu'elle va me répondre, elle me répond, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et sur le coup, je savais pas quoi répondre parce que en fait tout le monde dit ça, d'accord. Tout le monde dit ça en France en tout cas. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et en fait, j'ai développé cette réflexion-là un petit peu tout seul, et je me suis dit, ouais, mais l'argent en fait, enfin, pourquoi autant d'émotions par rapport à l'argent? Par exemple, si je peux très bien dire, j'aime le chocolat, j'adore le chocolat, ok. Vous n'allez pas me répondre, ouais, mais il n'y a pas que le chocolat dans la vie, ok. Tu vois, ce serait bizarre de dire ça. J'aime faire du ski. Ouais, mais il n'y a pas que le ski dans la vie. Mais ta gueule en fait. Ta gueule, je m'en fous. J'aime ça. Je suis fier d'aimer ça, d'accord. Il n'y a pas de souci en fait. C'est une de mes valeurs. J'aime ça parce que derrière, il y a tout ce qui fait partie de mes valeurs profondes et de mes croyances profondes. Qui fait que l'argent, ça me permet de faire ce que j'aime, ce qui fait que ça me permet de voyager, ça me permet de... etc. etc. Et en fait, donc ça c'est la petite anecdote par rapport à l'argent. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de gens ont peur de quitter le salariat, beaucoup de gens ont peur de quitter leur job, de réduire un peu leur salaire, enfin de réduire un peu leur train de vie. Et ce que je peux comprendre, hein. Mais c'est un truc qu'on comprend uniquement émotionnellement. Quand tu quittes ce que tu fais, ça a beaucoup plus de valeur, même si ton train de vie est un peu moins élevé. Et tant que tu as de l'argent, en fait, tant que tu as une rentrée d'argent, finalement après tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va tous se lever à 7h du matin pour aller travailler, pour aller faire je sais pas quoi, aller travailler sur un ordinateur, ou aller travailler dans un bureau, ou aller travailler dans une grande surface, dans un truc qu'on n'aime pas.
euh, c'est tout simplement parce que l'argent nous permet d'acheter ces choses. Et on est tous, aujourd'hui on est tous régis par ça, d'accord? Et en France, et ça c'est un des points positifs qu'on a en France, c'est que on est libre de pouvoir toucher le chômage et de pouvoir monter son entreprise si on a envie d'avoir les balls, d'accord, de créer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, vraiment, tant que tu as de l'argent, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu vois, une personne, par exemple, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, tu vois, mais je pense que la majorité des gens ont peur de quitter leur salariat, même s'ils ont 20 000 euros sur leur compte, quoi. Mais 20 000 euros, si ça te permet de vivre 6 mois et de te remettre en question, je sais pas moi, de faire ce que tu aimes, de faire un voyage ou de réaliser un rêve, bah vraiment fais une pause dans ta vie, arrête d'être à fond, et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir une carrière à 1000 à l'heure et de travailler 10 heures par jour, fais une pause dans ta vie, et tant que tu as de l'argent, en fait, ça va quoi. Enfin, voilà, c'est tant que tu as des rentrées d'argent ou tant que tu as de l'argent, ben, t'es libre en fait. Et c'est là en fait où on s'en rend pas compte parce que nous-mêmes on s'enferme dans le métro boulot dodo. Et bah voilà, je trouve que c'est dommage. Mais en fait, tant que tu l'as pas vécu émotionnellement, on peut le comprendre, mais tant qu'on l'a pas vécu vraiment et tant qu'émotionnellement ça n'a pas fait un petit clic dans sa tête, bah voilà, c'est compliqué, on va dire, à comprendre. Bref, donc pour revenir à mon histoire, donc voilà, ça c'était le sujet sur l'argent. Pour en revenir à mon histoire personnelle, donc je quitte. Donc non, j'en suis pas encore là. J'arrête. Voilà, je découvre. Voilà, j'en suis là. Je découvre que en étant blogueur, tu peux gagner 8 000 euros par mois. Enfin, moi, j'hallucine à l'époque. Et donc du coup, je veux devenir entrepreneur. C'est un truc que j'adore. Mais en attendant, il me faut quand même de l'argent. Et donc je foire mon diplôme, je foire mon oral. Donc j'ai quand même fait mon master, hein, enfin mon bachelor, mais voilà, je foire le dernier module qui permet de valider tous les 2 ans, ce qui est en passant et n'importe quoi. Mais bon, bref, on s'en fout. Et bref, ça me saoule, j'en ai marre. Mais j'ai quand même besoin de travailler. D'accord, j'ai quand même besoin d'argent parce que je peux pas devenir entrepreneur du jour au lendemain. Il faut se préparer mentalement et en termes d'argent aussi. Donc je trouve un travail sur Nantes dans une boîte, dans une boîte, on va dire, dans lequel je fais un métier alimentaire, dans une boîte qui vend des magazines. D'ailleurs, s'il y en a qui m'écoutent, je leur fais des gros bisous. Hein, peace. Et puis, travaillez bien. Bref. Et bon, alors, le feeling avec les collègues, j'ai jamais connu mieux. Mais par contre, j'ai toujours un problème avec l'autorité, j'ai toujours un problème je me considère comme quand même quelqu'un d'assez sensible. Et je vois en fait que dans le monde du travail, je sais pas si ça vous le fait aussi pour vous aussi, mais je vois que dans le monde du travail, il y a, il y a tes supérieurs, et c'est pas pour mettre les patrons dans la sauce ou quoi que ce soit, hein, mais, parce que moi-même j'aspire à être patron, mais c'est-à-dire que tes supérieurs ont, enfin dans beaucoup de boîtes en tout cas, ils ont cette emprise un petit peu sur toi, de dire fais comme je veux que tu fasses, quoi, fais comme je veux que tu fasses. Et moi je m'en foutais un petit peu, j'avais un petit peu ce problème là parce que dans ma tête j'avais le choix, d'accord. Pour moi, eux n'étaient qu'une option pour moi. Et le monde du travail n'est qu'une option pour moi. Si je veux faire autre chose par moi-même, je le fais. D'accord, je peux le faire et je vais le faire. D'accord, c'était ça ce qui se passait dans ma tête à l'époque. Et le fait de me dire ça, en fait, du coup, ça clashait, enfin, ça se passait pas très bien avec les gens parce que les gens, en général, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, ils s'attendent à ce qu'il y ait un minimum de respect un peu faux cul, en fait, un respect un peu faux cul ou cordial, ou voilà. Et ça, c'est le genre de choses que tu le ressens tout de suite. En tout cas, moi, je le ressens tout de suite.
Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout apprécié. Bref, première entreprise à Nantes, donc on va dire deuxième entreprise après mon alternance, hein. Ça se passe mal. En plus, moi, de mon côté, j'avais un petit peu arrêté, j'avais un petit peu abandonné l'entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était plus pour moi. Je pensais que j'en étais pas capable, bref. Enfin, c'est pas que je pensais que j'en étais pas capable, mais j'avais des doutes. Je commençais à avoir des doutes, donc j'avais mis un peu sur pause et je m'étais dit, voilà, je vais me développer moi-même euh, de mon côté, je vais grandir et on verra après ce qui se passe. Et j'arrive dans une autre entreprise en 2010, fin 2018, non fin 2019. J'arrive dans une autre entreprise et là, catastrophe totale. Euh, je vais dans une entreprise, enfin je suis dans une entreprise où ils m'envoient en mission à l'autre bout de Nantes, puisque je suis à Nantes, et je dois traverser le périph tous les jours. Alors, excusez-moi, je check vite fait les batteries. Hop là. Ouais, on est plutôt pas mal. Hop là. Bon, il y a un petit peu tout ça. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez un petit peu tout s'afficher, mais bon, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est la catastrophe. Donc j'arrive dans cette nouvelle entreprise là, et c'est la catastrophe parce qu'ils m'envoient à l'autre bout de Nantes et je dois faire le périph en fait tous les jours. Donc sans les bouchons, c'est 45 minutes. Donc aller et retour. Donc aller et retour additionné, sans les bouchons, c'est 45 minutes. Et avec les bouchons en journée, ça monte à 1h30, voire presque 2h. 1h le matin, 1h le soir. C'est déjà arrivé. Et en plus de ça, je suis dans une entreprise un peu... vous savez, les nouvelles entreprises qui se disent un peu friendly salariés, hein. D'ailleurs, ils les appellent même plus les salariés, ils vous appellent des collaborateurs. Donc friendly collaborateurs, bref. Voilà, ils affichent plein de tableaux au mur avec compétences, machin, un truc bullshit, tout ça. En fait, ils en ont rien à foutre, ils vont juste te placer dans une mission. Tu vas devoir faire ta mission et t'as un bilan tous les ans pour savoir s'ils vont te donner 50 € de plus à l'année ou pas. Voilà. Et tu fermes ta gueule et t'es content. Voilà, tout simplement. Bref. Donc du coup, vous vous doutez bien, moi j'ai pas du tout aimé. En plus, j'avais l'impression de totalement perdre mon temps à faire 1h30 par jour de périph. J'en avais marre, je perdais mon temps. Enfin bref, c'était très compliqué. Et, et donc bref, ça c'était côté professionnel. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à me développer sur le côté entrepreneurial. Et donc ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est que j'ai rencontré, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré un YouTuber qui faisait des vidéos sur du développement personnel. Et il vendait un incubateur ou un espèce de mastermind pour les gens qui voulaient quitter le salariat et créer leur propre vie. Donc c'était exactement ce que je recherchais. Et en plus de ça, j'avais eu la chance de le rencontrer en personne. Donc voilà, Vanak, si jamais tu écoutes cet épisode un jour, bah merci, je pense toujours à toi. J'espère qu'on pourra se faire un petit resto, un de ces quatre. Bref. Du coup, je rencontre cette personne-là, j'intègre son incubateur et je fais... en fait, j'essaye de développer mon projet là-dedans. Et pendant que je développe mon projet, je me rends compte que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'accompagner des gens. D'accord ? Mais à l'époque, je voulais les accompagner en dev perso et je me rends compte que c'est pas très... voilà, c'est pas très... Enfin, j'ai du mal en fait avec le fait il y a toute une éthique autour du dev perso. Moi, j'ai un petit peu du mal avec cette éthique-là. Et je veux quand même apporter des résultats concrets aux gens. Et dans le dev perso, bon, c'est un petit peu compliqué. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, il faut que j'aille au plus vite. J'en ai marre de ce que je fais. Je me tape le périph tout le temps, là, tous les jours, 1 heure, voire 2 heures de périph. Bref, j'en ai marre, ça me saoule. Et pourtant, j'ai des compétences. J'ai des compétences informatiques. Je vois beaucoup de ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Je commence à
à m'imprégner de tout ça. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est très populaire, ça s'appelle les tunnels de vente. Et là, en fait, c'est mon premier contact avec les tunnels de vente. Et c'est la première fois, d'ailleurs, c'est la première fois en 50 minutes de podcast que je vous parle des tunnels de vente dans un podcast dédié au funnel builder. Donc voilà. Hop là, ça ralentit un petit peu. Bref. Je vois que c'est très populaire les tunnels de vente sur internet. Et j'ai des compétences en technique, je suis très fort vu que je suis développeur. J'ai une bonne pédagogie. Du coup, je me dis, je vais aider les gens sur la technique. Je vais aider les gens sur la technique. En même temps, je me forme à tout ce qui est copywriting. Je me forme à tout ce qui est marketing. Je me forme à tout ce qui est publicité Facebook aussi. Entre 2020 et 2021, je crois que j'ai dû dépenser. Donc si on enlève le dev perso, mais en tout, dans tout ce que je me suis formé, j'ai investi, je pense, près de 20 000 euros dans plein de choses. Accompagnement, closing, immersion, etc. Bref. Je pourrais y passer des heures à vous parler de tout ça parce que j'ai investi dans beaucoup de choses. Tellement pour moi c'était devenu super important et tellement pour moi c'était devenu la priorité de ma vie en fait. C'est la priorité de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et ce que je veux faire de ma vie est la priorité de ma vie. Et pour vous en fait ça devrait être la même chose. Développer cette rage à l'intérieur de vous dire bah, ce que je veux faire de ma vie est la priorité de ma vie en fait. Et c'est à moi de prendre les choses en main, c'est à moi de me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux explorer. Et moi j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Certes j'ai fait des erreurs, certes je me suis fait arnaquer, certes voilà, il y a des choses où avec le recul je me dis peut-être que j'aurais pas dû les acheter, mais putain j'y suis allé à fond quoi. Tu vois, et aujourd'hui voilà où j'en suis. Ok. Donc c'est une période où aujourd'hui je suis un petit peu plus parce que forcément quand t'es solo entrepreneur, tu fais plus attention à tes dépenses. Donc du coup j'investis moins sur moi-même. D'accord. Je me forme toujours, mais j'investis moins en termes. Enfin, j'y vais pas comme une grosse brute quoi. D'accord. Avant j'achetais presque tout ce qui bougeait. Et bref, ça m'a fait énormément progresser. Et donc je décide de me lancer dans les tunnels de vente. Et dans les tunnels de vente, bah, ce qui tombe bien, c'est que dans cet incubateur-là, où la personne, enfin il y avait d'autres personnes, et son cours justement c'était vous pouvez mettre en place un tunnel de vente, etc. etc. Et donc il y avait des personnes de de ce mastermind-là, de cet incubateur-là, qui avaient besoin de tunnels de vente. Et je me suis placé en tant que client, prestataire, de ces personnes-là, qui étaient aussi devenus mes amis et qui sont d'ailleurs toujours des amis, que je considère toujours comme des gens super... Hop là, excusez-moi. Non, ça c'est pour le podcast, c'est pas très glamour, mais bref. En tout cas, j'ai fait mes premiers clients en réseautant et en rejoignant un réseau. Donc, et là, en fait, j'ai commencé à voir que je pouvais facilement faire les 2000 euros par mois. Et en plus, matelas chômage, au cas où je me casse la gueule pendant 2 ans, j'ai le matelas chômage. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que donc après j'achète une autre formation qui est closing. Donc ils m'ont un petit peu vendu du rêve. Hein. Souvent c'est ce qui se passe un peu dans le. Je veux pas dénigrer les closers, mais souvent bon, il y a dans ce métier-là, en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêve et il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de concret. Et donc j'achète une formation, enfin un coaching. Et en fait dans ce coaching-là, donc comment j'ai quitté le salariat, je vais vous expliquer. Donc c'est avec ce coaching-là. Et avec ce coaching-là, en fait, je décide Enfin, il me dit, si tu fais 2000 aujourd'hui, demain tu fais 6000. Avec notre truc. Et en fait, j'étais tellement persuadé et tellement à fond de pouvoir le faire que je l'ai fait. En fait, je l'ai fait. Donc, décembre ou janvier 2021, j'ai fait à peu près 6000. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, là, je peux quitter le salariat. Et c'est aussi à ce moment-là où je commence à travailler comme un fou furieux parce qu'en fait, leur coaching, en fait, c'est tout simplement de me dire, tu travailles comme un fou furieux, tu fais de la prospection,
et tu vas voir que ça va rentrer. Forcément, oui, sur le court terme, ça rentre, mais c'est un truc qui peut vous mener au burn-out, surtout que vous n'avez pas besoin de faire ça pour gagner 6 000 € par mois. Bref. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai fait une immersion en dev perso dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses et j'ai sauté à l'élastique. Et le fait de sauter à l'élastique du haut d'une grue de 40 mètres, 40 ou 60, je sais plus, 40 mètres je crois, ça m'a libéré. Et au moment de quitter le salariat, je l'ai vécu de la même manière. Donc ça a créé un ancrage. Et au moment de quitter le salariat, je l'ai vécu de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, c'était le moment où il fallait que je saute. Je le savais parce que je ressentais la même chose en moi. Les mêmes choses que j'avais ressenties au moment où j'ai sauté dans le vide. Je les ai ressentis. Quand je devais quitter le salariat, tout simplement. Et du coup, ça m'a permis de passer à l'action et de le faire. Et de quitter le salariat. Il y avait tous les trucs qui s'alignaient. Et puis j'avais aussi décidé que 2020 était mon année. Voilà. Et donc voilà comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et dans le funnel building, dans le monde du funnel building. Voilà. Alors, on est bientôt à une heure de podcast. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé et que j'ai beaucoup raconté ma vie et que je ne vous ai pas beaucoup apporté de valeur. Et on va essayer de faire en un quart d'heure, en tout cas, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas. Ou peut-être moins, je sais pas. De vous apporter des points pour devenir funnel builder et vivre de votre funnel building. Et ça, c'est quelque chose que ça marche pas que pour le funnel build, ça marche pas que pour le funnel building, mais vous allez voir que c'est très utile. C'est très utile pour vous et c'est très utile si vous voulez vous lancer dans le funnel building. En tout cas, il y a des choses que moi, quand je suis passé, quand je vous ai raconté mon parcours, il y a des choses que je n'ai pas appliquées, qui m'a coûté de l'argent, qui m'a coûté du temps, etc. Mais c'est des choses qui, aujourd'hui, je suis convaincu que ce sont les choses les plus importantes pour pouvoir se lancer dans ce milieu-là. Et pas que dans ce milieu-là, d'ailleurs. Alors, comment devenir funnel builder? Donc ça, c'est la dernière rubrique. Comment devenir funnel builder? Alors, pour devenir funnel builder, aujourd'hui, en fait, c'est compliqué de devenir funnel builder parce que il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le marché du funnel building. Et c'est pas la même chose qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans où tu pouvais te lancer. Enfin, il y a 4 ans, je connaissais pas le marché, mais tu pouvais te lancer et ça passait. D'accord? Là, il y a beaucoup plus de concurrence. Et je pense que vous voyez les funnel builders qui écoutent. Alors, attendez, je check juste un petit peu les batteries. Ok, très bien. Donc, les funnel builders qui écoutent, je pense que vous le savez. C'est-à-dire que quand il y a un client sur System.io qui, on va dire, met un message oui, bonjour, je recherche un prestataire pour du funnel building. La plupart du temps, ces personnes-là sont inondées de messages en mode oui, envoie-moi un message, oui, je suis disponible, oui, etc., etc. Et donc la concurrence est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de funnel builders et en apparence, je dis bien en apparence, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont besoin de funnel building. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui envoient des messages pour dire j'ai besoin d'un funnel builder. Et alors comment est-ce qu'on résout ce problème-là et comment est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est juste en apparence, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont... Alors il y a des gens qui vont rechercher des prestataires activement, mais il y a très peu de gens qui ont besoin de funnel builder. Comment vous expliquer? Tout ça, c'est en apparence. Par exemple, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas préparé ça à l'avance, d'accord? Mais il y a ce qu'on appelle la pyramide de conscience chez un prospect, si je dis pas de bêtises, hein.
Et dans le top des 1 à 5%, tu as ceux qui cherchent activement une solution. D'accord? Tu as ceux qui cherchent activement une solution et qui en ont conscience et qui recherchent activement une solution. Et ça, parmi ceux-là, donc parmi ces 5% là, on va dire que tu as 1% qui vont oser faire des posts sur Facebook pour sur le groupe Facebook pour se montrer. Donc si vous êtes funnel builder et que vous vous contentez d'attendre qu'il y ait des posts sur le groupe Facebook System.io, vous vous contentez de 1%, voire 0,5% de toutes les personnes qui auraient potentiellement besoin de tunnels de vente. D'accord? Et en plus de ça, c'est que ces personnes-là, en général, sont, comme ils ont le choix, comme il y a beaucoup de personnes qui viennent à eux, d'accord? Eh bien, ça les met en position de client et roi, d'accord? Dans le sens où, oui, le client est roi, mais dans quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, un peu plus malsain. Dans le sens où, eux, ça va leur permettre de choisir celui qui leur correspond le mieux. Donc, au moins cher, à celui qui a la meilleure offre, à celui qui a le meilleur, on va dire, le meilleur, le meilleur gain, le meilleur retour sur investissement entre gain, temps passé et explication avec le client, etc., feeling reçu, etc., etc. Alors que à la base, c'est lui qui a besoin de vous, mais il y a beaucoup de gens, du coup, beaucoup de funnel builders qui vont agir comme si c'était eux qui avaient besoin de ce client-là. D'accord, ils vont tous se jeter. C'est un petit peu, je vais faire une comparaison avec le marché de la, comment dire, vous savez, les applications de rencontres, la Tinder et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les hommes en moyenne, ils vont liker quasiment 80% des profils féminins, alors que les femmes, elles vont liker quasiment que 5% des profils masculins. Et du coup, ça crée sur ces applications-là un désavantage. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent le plus d'offres, en fait, ont le confort de choisir. Ont le confort de choisir avec qui est-ce qu'ils vont travailler. Alors que c'est eux qui vont acheter la prestation. Donc, nous, ce qu'on veut en tant que funnel builder, c'est nous-mêmes d'avoir le confort de pouvoir refuser ou non un client. Parce qu'on sait que c'est le client qui a besoin de nous, parce que nous, on est une solution pour notre client. D'accord? Donc, l'erreur en fait qui est faite, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, déjà, ils attendent de voir les posts sur system.io. Ils vont y répondre en dessous. Et ça va transmettre quoi comme message? Ça va transmettre comme message à toute la concurrence et à toute, même à ton client, hein, ça transmet comme message que ouais, je fais partie des personnes qui ont besoin de clients. Ok? Que si tu fais comme la stratégie qu'on a adoptée moi et Torif, de ne pas répondre, d'attendre que les gens viennent à nous et potentiellement de refuser les clients, eh bien là, vous allez vous positionner comme quelqu'un de rare et vous allez vous positionner pas comme quelqu'un qui a besoin du client, mais comme quelqu'un qui est la solution au client. D'accord? Je suis la solution pour le client. Je ne me mets pas je ne me mets pas sous le client. D'accord? Et en fait, si vous faites ça, si vous continuez à faire ça, c'est comme ça que vous allez créer des comportements où vous allez tout simplement baisser les prix, baisser vos prix. Et ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait. Baisser vos prix pour avoir des clients. D'accord? Baisser vos prix pour avoir des clients. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une prestation de 20 heures de travail pour 200 euros. D'accord? Quand vous êtes entrepreneur, c'est pas le genre de choses que vous voulez. D'accord? Avec un client qui avait des exigences d'un mec qui avait payé 2000 euros. Parce que je ne m'étais pas respecté et je m'étais mis en dessous de lui, dans le sens où j'avais renvoyé des signaux, je lui avais pas dit hein, j'ai besoin de toi, mais je lui avais renvoyé des signaux qui lui les avait interprétés comme ok, je sais que ce mec a besoin de moi parce que c'est moi qui lui donne de l'argent. D'accord? Il faut se détacher un petit peu de l'argent et je peux comprendre hein, qu'on aime l'argent, moi-même j'aime l'argent, mais il faut se détacher un petit peu et se dire mon activité, c'est moi
le boss de mon activité, je suis le boss de mon activité, et mes clients, ils vont... je suis la solution pour mes clients, d'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et mes clients ont besoin de moi. Alors certes, le client est roi, mais le client est roi dans comment dire, dans un... Hop là, excusez-moi, ça a coupé un petit peu. Certes, le client est roi, mais le client est roi dans un point positif. C'est-à-dire que, pas d'une manière négative. C'est-à-dire que le client est roi, vous n'allez pas tout lucider, d'accord? Vous n'allez pas vous prostituer pour votre client. Vous allez lui fournir un service exceptionnel. Ça, c'est une des bonnes manières que le client est roi. Il en aura pour son argent, ok? Si vous lui offrez un service à 200 euros, ok, c'est 200 euros. Vous allez lui fournir un super service pour 200 euros, d'accord? Ça, mais il faut être ok avec ces chiffres-là. Il ne faut pas baisser vos prix pour avoir un client, ok? Donc, tout ça pour vous dire que comment est-ce qu'on peut faire pour, donc si on rembobine un petit peu, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des clients, même quand il y a énormément de concurrence qui se jette un petit peu sur les posts, etc. Comme ça. En fait, la première chose à faire, c'est détachez-vous de ça. Ne faites pas comme vos concurrents. Ne vous mettez pas dans la masse des personnes. Si vous sentez que vous êtes la bonne personne pour aider cette personne-là, oui, faites-le. Si la personne recherche un prestataire de dev perso, spécifique funnel builder dev perso, et que vous êtes la référence là-dedans, ben, vraiment, là, il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que vous êtes la référence là-dedans. Et encore, si vous êtes la référence là-dedans, le client qui veut une solution correcte, il doit être capable de venir vous chercher, et il doit pas... Enfin, c'est... Voilà. Donc, il doit être capable de vous convaincre de travailler avec lui. Ok? Donc ça, c'est la vision très importante. Et parce que du coup, ça va vous, en fait, ça va vous aider à tout simplement gagner plus d'argent et à vous respecter. Ok? Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce que vous pouvez faire autrement pour vous différencier? C'est justement d'être différent et de vous différencier. Et en fait, ça passe par le travail de votre positionnement de base et de votre mission. Ok? Donc si vous avez une mission spécifique, engageante, dans laquelle les gens vont se reconnaître, ils vont vous suivre, vous, plus qu'une autre personne. D'accord? Plus qu'une personne qui fait juste des tunnels de vente de manière banale. Si un mec donne des tunnels de vente de manière banale, ok, il y a beaucoup de valeur, mais si derrière ce mec-là, il a une vision d'excellence, il a une mission de faire en sorte que tous les tunnels de vente sur le marché français soient des super tunnels de vente, ou que sa mission pour lui c'est vraiment d'amener tous ses clients à 30 000 euros par mois, eh bien forcément, enfin je dis ça au hasard, hein, mais forcément il y a des gens qui vont être plus impactés et qui vont être plus, on va dire, plus impactés, plus attirés vers cette personne-là ou cette personnalité-là. D'accord? Ça, c'est très important. N'hésitez pas à vous différencier. Et si vous ne savez pas comment vous différencier, réfléchissez à vous-même. D'accord? Réfléchissez à qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous est, enfin, qu'est-ce qui brûle en vous? D'accord? Et ça, en fait, après, vous allez pouvoir l'appliquer sur votre propre business. Et ça, c'est des conseils que je donne à des personnes qui sont dans la formation et à des personnes qui sont aussi dans le coaching avec nous. Dans le coaching spécifique sur 3 mois. Voilà, petite promo. Le deuxième point, alors comment sortir de ça? Donc, en fait, c'est vraiment déjà pour sortir de la concurrence. Voilà, ça c'est un des points piliers, on va dire. Mais si on répond à la question comment devenir funnel builder de manière plus large, moi je vais vous donner d'autres conseils. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de se former. C'est de développer la compétence. Si vraiment devenir funnel builder et devenir funnel builder, vous avez bien fait, parce que il y a énormément de business en ligne qui se développent, et donc tout le monde n'est pas capable de mettre en place un tunnel de vente.
il va y avoir besoin de personnes qui sont capables d'accompagner d'autres personnes sur du digital. Donc si c'est votre truc de devenir funnel builder, eh bien développez la compétence de funnel builder. Et la compétence de funnel builder, en fait, il y en a, enfin les compétences du coup de funnel builder, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et développer la compétence donc la compétence technique. Déjà, il y a la compétence technique. Ensuite, donc ça, la compétence technique, c'est bon, c'est la technique en fait, si vous voulez, c'est soit tu es à l'aise, soit tu n'es pas à l'aise. Vous pouvez vous forcer un petit peu, mais la technique, c'est soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Dans le sens où, donc moi je suis bon techniquement parce que j'étais développeur, mais c'est pas le fait d'être développeur qui fait que je suis bon techniquement. C'est parce que pendant que j'étais développeur, j'ai appris à chercher et j'ai appris à me débrouiller tout seul et j'ai appris à connaître les différents logiciels. Quand tu es développeur, si tu sais pas te débrouiller, te démerder tout seul à faire démarrer un logiciel ou à faire, je sais pas moi, à installer un truc sur ton PC, voilà, tu sers à rien quoi. Enfin, on va pas te prendre par la main. T'es censé, de base, t'es censé, quand t'es développeur, en tout cas quand t'arrives dans des écoles d'informatique, t'es censé savoir faire ce genre de choses. Et donc, c'est pas nécessairement le fait d'être développeur qui m'a appris à être bon techniquement, même si ça m'a aidé. C'est plutôt la compétence que j'ai appris à côté de chercher, de me débrouiller et de réussir à chercher des solutions tout seul et d'avoir de la patience aussi. Avoir de la patience parce que l'informatique, bah, ça demande beaucoup de patience. Okay. Donc premièrement, développer la compétence d'être bon techniquement. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'être développeur pour développer cette compétence-là. Vous pouvez apprendre par vous-même sans être développeur. Être bon techniquement, ça demande juste de savoir chercher des choses. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Moi, je suis bon techniquement, je me considère comme bon techniquement. Hop là, ça a coupé un petit peu. La petite anecdote que je voulais vous raconter, du coup, c'est que moi, je suis bon techniquement, je me considère comme quelqu'un de bon techniquement, mais je ne suis pas bon techniquement sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de logiciels que je ne connais pas, qui sont assez techniques, il faut chercher. Mais comme j'ai cette culture-là de chercher moi-même, d'avoir de la patience, d'aller chercher l'information au bon endroit et un petit peu d'organiser les choses, en tout cas dans mon travail, j'arrive à être bon techniquement. Et ça, indépendamment du développement, c'est quelque chose que vous pouvez développer et devenir bon techniquement. Euh, donc il y a la compétence technique. Ensuite, il y a la compétence de copywriting. La compétence de copywriting, il y en a beaucoup, il y en a énormément dans le monde du funnel building, enfin dans le monde du marketing qui prie le saint dieu copywriting. Euh, Arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Moi j'en ai marre des gens qui prient le saint dieu copywriting. Franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes funnel builder, la compétence, ce qui va faire que votre client va vendre, c'est pas nécessairement le copywriting, ni les arguments de vente, ni le design. Le design, ça vient aussi après. Le copywriting, c'est quelque chose qui est secondaire. Je le répète, hein, c'est secondaire. D'accord. Et bon, je sais qu'il y a des puristes du copywriting qui vont le copywriting, c'est vraiment le truc le plus important. Non, non, le copywriting, c'est secondaire. Euh, Par exemple, quand vous allez dans la rue, vous voyez un panneau avec un gros burger avec écrit McDonald's ou n'importe quelle chaîne de restaurant que vous aimez, il n'y a pas de copywriting. Hein. Ça va vous donner envie d'aller au resto, d'acheter un bon burger, il n'y a pas de copywriting. D'accord. C'est juste remettez-vous dans le contexte. Est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a du copywriting partout? Il y a, on va dire, des biais psychologiques, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a de l'écriture partout? Et d'ailleurs, ça a été prouvé qu'il y a donc il y a certaines études qui démontrent que les images, on va dire, donnent plus d'émotions et d'informations que les écritures. Et c'est pour ça que la télévision existe. D'accord. Sinon, tout le monde serait en train de lire des journaux. Parce que la télévision permet de montrer des images. Voilà, tout simplement. Bref.
j'ai pas envie de démonter le copywriting, mais juste simplement remettre les choses dans leur contexte. Quand vous êtes funnel builder, le copywriting n'est pas le sacro-saint. Voilà, tout simplement. Donc le copywriting, c'est secondaire. La chose la plus importante que vous devez apprendre, c'est savoir identifier une offre qui va vendre. Identifier une offre qui va vendre, et pour identifier une offre qui va vendre et savoir créer une offre qui va vendre, la chose intrinsèque, c'est une offre, en fait, elle dépend de ton persona, donc de l'étude de la personne qui va acheter, donc de l'étude de ses biais psychologiques, de son comportement, de ce qu'elle se dit dans sa tête, de ses difficultés, de tout ça. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir... Donc si vous êtes funnel builder, c'est de comprendre comment on étudie un persona et de comprendre le persona de votre client, et de lui dire si son persona est nul, pourri, ou son offre est nulle, pourrie et qu'il faut le refaire. D'accord? Et comment dire, à ce moment-là, vous saurez si l'offre va fonctionner. Enfin, en tout cas, vous saurez si l'offre répond à un besoin. Et il y a des choses qui sont, on va dire, qui sont compliquées, qui viennent s'ajouter, c'est que on va dire le marché, si tu fais pas des offres différentes ou des offres plus originales, ou si tu prends pas plus de risques, si c'est des offres que tout le monde voit, il y a des chances que ça marche pas tellement, ou ça marche en dilettante. Mais voilà, l'offre, faut qu'elle soit sexy et il faut que le persona du client soit bien compris. Et donc ça, ce qui est super important, c'est quand vous êtes funnel builder, pour comprendre ça, vous devez savoir vous-même le faire. Donc positionnement, étudier donc, pour vous-même, hein, étudier votre propre positionnement, votre propre, c'est pas avatar mais persona client, et votre propre offre, vous devez savoir la rendre sexy. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est des compétences que vous devez développer. Et à partir de ça, vous allez pouvoir le reproduire sur vos clients, et vous allez pouvoir voir si une offre vend ou pas, ou si une offre va vendre ou pas. Mais si vous-même vous ne l'avez pas fait, et si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas le savoir. Donc vraiment, ça fait partie d'une autre compétence qu'il faut que vous sachiez apprendre, c'est étudier un persona, étudier une offre et savoir faire un bilan à votre client et savoir si ça va vendre ou pas. Parce que nous, on n'est pas des magiciens quand on est funnel builder. Un tunnel de vente, ça permet juste de faire la conversion. D'accord ? Parfois un petit peu de qualification, mais ça permet juste de faire la conversion. Comme on dit, c'est un tunnel de vente. Donc les personnes ne vous connaissent pas, elles passent de l'autre côté, elles vous connaissent et elles ont acheté votre produit. D'accord ? Mais pour ça, au préalable, il faut que le produit soit correct, et il faut que votre offre soit correcte aussi, ok, et que l'offre de votre client le soit. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est les deux. Donc ça, avec la compétence technique, c'est les compétences les plus importantes. Et après, si vous avez ça, vous pouvez rajouter du design, donc la compétence de design, ou du copywriting, en fonction de votre préférence. Si vous êtes plus sensible à l'écriture, si vous êtes une personne qui lit des livres, qui s'exprime dans l'écriture, que vous tenez un journal, etc. Si vous êtes plus sensible à l'écriture, vous pouvez vous spécialiser dans l'écriture, et donc dans le copywriting. Si vous êtes plus sensible au design, donc au beau, à la nature ou au design en règle générale, vous allez vous spécialiser dans du design. Là où les copywriters, ils ont raison, c'est que l'apport du copywriting est plus intéressant et plus important, et encore, que le design. Ok ? Donc, bon, encore ça c'est un débat, mais en tout cas, ça c'est mon avis et c'est ce que je vous conseillerais de faire. Ensuite, vous devez développer la compétence de pouvoir trouver des clients. Mais ça, c'est une compétence, en fait, non, limite, il n'y a même pas besoin.
je vais reprendre ce que je dis à mes coachés, c'est qu'il y a 3 piliers pour devenir funnel builder. Le premier, c'est ce que je vous ai dit, donc pouvoir développer une offre et pouvoir se démarquer sur le marché pour réussir en tant que funnel builder. D'accord. La deuxième, ça va être donc vous rendre visible et être perçu comme un leader auprès des personnes. Hop là, excusez-moi, ça bug un petit peu, il y aura peut-être quelques coupages au montage. Donc la première, c'est, on récapitule, la première c'est vous savoir créer une offre et un positionnement. Non, c'est un positionnement, enfin vous différencier. Ça c'est la première. La deuxième, c'est être visible. Donc vous placez comme un leader auprès des bonnes personnes, donc sur le marché. Identifier où se trouve votre marché et identifier comment est-ce que vous allez leur parler et comment est-ce que vous allez être perçu comme un leader auprès de ce marché-là. Et la troisième, c'est... alors je l'ai plus sous la main. C'est spécifique. En fait, c'est tout simplement d'apporter, si je dis pas de bêtises, un effet waouh à son client. Et par ça, en fait, alors je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire là, mais par ça, vous avez juste besoin d'être un bon funnel builder et d'avoir une super offre. Alors le troisième point, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, si vous avez... là, il commence à faire chaud, donc je vais arrêter le podcast dans pas longtemps. Si vous avez une super offre et que vous êtes visible, que vous êtes perçu comme un leader et que vous êtes perçu comme la solution pour vos clients, déjà ce sera super et vous allez... Ça suffit pour devenir funnel builder. Voilà, du coup j'espère que cette section apport de valeur vous a plu, j'espère que le podcast vous a plu de manière générale et j'espère que ce sera pas trop illisible ou... parce qu'il y a eu quelques bugs donc on verra. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire de ce que vous en avez pensé et aussi très important, vous pouvez récupérer la formation, le premier module de la formation dans le lien en commentaire. C'est le premier module de la formation qui va tout simplement vous aider à développer la compétence de funnel builder du point de vue design, donc qui va aussi vous design, technique et conversion. D'accord, donc vous avez le premier module gratuit et donc c'est en commentaire, dans le premier commentaire, voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode, ce sera une interview avec Zoé du coup. Et j'espère que vous avez aimé le podcast. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Salut!